Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un update lecture dans lequel on va parler de Légende élatée, dans la forêt, comme dans un roman d'été, et enfin on va terminer par le roman Soi, donc on va commencer tout de suite. Je débute cette update lecture avec une très chouette découverte. Il s'agit du roman Légende élatée écrit par Travis Baldree et édité par la maison d'édition Yinis. C'est un roman de cozy fantasy dans lequel nous allons suivre le personnage de Vive, une orque qui exerce le métier de mercenaire. Cependant, elle rêve de quitter ce métier qui ne lui permet pas de vivre. Elle en a assez de devoir continuellement se battre, de faire des quêtes plus périlleuses les unes que les autres. Vive voudrait simplement poser ses bagages, se reposer et créer un havre de paix. Elle décide donc, après une ultime mission, de quitter son groupe et de s'installer dans la ville portuaire de Twin afin d'y ouvrir un café et de vendre cette boisson gnome qu'elle aime tant. Toutefois, les choses ne vont pas se passer comme prévu puisque le café est une boisson totalement inconnue et qu'en plus de cela, la mafia locale menace la survie de son commerce. C'est un roman qui m'avait été conseillé par l'organisatrice du book club auquel je participe et elle n'avait pas manqué d'éloges à son sujet. Rajoutons à cela l'avis plus que positif d'une autre lectrice de ce book club qui l'avait beaucoup aimé. Il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie de le découvrir à mon tour. Je rejoins l'avis général et je comprends totalement pourquoi ce livre est aussi populaire sur les réseaux sociaux. C'est une histoire toute douce, chaleureuse et enveloppante qui fait du bien au moral et que j'ai adoré découvrir. Parce que oui, avant de se lancer dans cette lecture, je pense que c'est important de savoir que vous n'apprécierez peut-être pas ce roman si vous avez envie d'une grande quête épique, de retournement de situation ou d'un rythme haletant et intense. Il ne se passe pas grand-chose dans ce livre si ce n'est la construction d'un café et la prospérité de celui-ci. On va voir comment Vive et son équipe vont essayer de faire connaître cette boisson totalement inconnue du public et comment ils vont petit à petit étoffer leurs cartes. Et pour ma part, j'ai trouvé ça amplement suffisant. Il y a bien un pan de l'histoire qui tourne plus autour de la mafia, mais je l'ai trouvé un peu secondaire et ce n'est pas ce qui m'a le plus captivé. Et puis honnêtement, cet aspect de l'histoire est un peu bancal et il n'apporte pas une grande utilité à la narration. Moi j'avais juste envie de voir comment le café allait se développer, quels seraient les liens qui se tisseront entre les différents personnages et comme je le disais, tout ça me suffisait amplement. Je vous préviens également que vous risquez d'avoir très faim tout au long du roman et que vous aurez aussi envie de consommer des litres de café à l'instar des différents personnages. Donc n'hésitez pas à avoir une bonne tasse de café fumante près de vous et quelques roulés à la cannelle pour accompagner vos sessions de lecture. En ce qui concerne les personnages, j'avoue que j'étais inquiète à l'idée de voir leurs traits forcés et au final de ne pas ressentir d'alchimie entre eux. Ce n'était pas du tout le cas, j'ai trouvé les personnages très attachants et très bien construits. Il y a vraiment beaucoup de douceur et de bienveillance qui émanent de ce groupe. Ils acceptent leurs différences, s'écoutent et s'encouragent tous, de sorte que finalement chaque personnage trouve sa place naturellement dans cette équipe. Et puis, juste parce que Vive aime le café et souhaite faire découvrir cette merveilleuse boisson à toute une ville, je la trouve incroyable. En dehors de cet aspect, ses aspirations et sa volonté de les mettre en œuvre m'ont beaucoup touchée. Elle peut paraître peut-être un peu passive pour certaines personnes, mais ce n'était absolument pas mon impression. Par contre, si j'ai aimé l'histoire, l'ambiance chaleureuse et douillette ainsi que les personnages, j'ai un problème avec le style d'écriture. Par moments, je l'ai trouvé assez désagréable à lire. La plume est maladroite, il y a beaucoup de répétitions qui viennent alourdir la narration et c'est pas toujours très fluide. C'est pas catastrophique, j'ai déjà lu pire, mais je pense que l'histoire aurait été encore plus agréable à lire si la plume de l'auteur avait été retravaillée en profondeur. C'est quelque chose qui peut s'expliquer par le fait que c'est à la base un roman auto-édité qui a très bien fonctionné et qui a par la suite été publié par une maison d'édition et peut-être qu'au vu du succès du roman, il fallait le laisser en l'état.
Et en plus de ça, c'est un primo-roman, donc j'ai bon espoir de voir que la plume va s'affiner avec le temps et avec les prochaines parutions de l'auteur. Dans tous les cas, j'ai passé un excellent moment en compagnie de Viv et des autres personnages. C'était une histoire très agréable et j'ai adoré me plonger dans cette ambiance à mi-chemin entre Animal Crossing et World of Warcraft. Si le spin-off de Légende élatée est traduit prochainement, je n'hésiterai pas une seconde à le découvrir. Je continue cette update lecture avec le roman Dans la forêt écrit par Jean Higland et à retrouver aux éditions Gallmeister. Nous allons suivre l'histoire de Nell et Eva, deux sœurs vivant au cœur d'une forêt dans l'état de la Californie, sauf que le monde tel que nous le connaissons n'existe plus. En effet, les trains, les avions et les voitures ne peuvent plus circuler puisqu'il n'y a plus d'essence. Les lignes téléphoniques ont été coupées et l'électricité qui était devenue instable depuis quelque temps a fini par totalement disparaître. Et nous allons donc suivre leur quotidien dans cette forêt, coupée de tout et de tout le monde. C'est un roman qui a été écrit dans les années 90 et qui a refait surface durant le premier confinement, ce qui était tout à fait normal au vu de la situation à ce moment-là et du thème du livre. Il y a même eu un book club organisé durant le confinement sur Livre Addict autour de ce roman et c'est le nombre de commentaires très enthousiastes et positifs qui m'ont convaincu de me le procurer et par la suite de le lire. Toutefois, entre-temps, j'ai eu quelques déboires avec la maison d'édition Gallmeister car j'ai haï My Absolute Darling de Gabriel Talant et dans une moindre mesure, je n'ai pas aimé Sauvage de Jamie Bradbury. Donc j'y allais vraiment à reculons, mais finalement ça a été une excellente lecture, une très belle surprise et c'est à ce jour ma lecture préférée de l'année. La première chose qui m'a frappée, c'est la qualité du style d'écriture. Le roman est narré sous la forme d'un journal intime, en l'occurrence celui de Nell, et je dois bien avouer que j'ai eu peur pendant quelques secondes puisque je ne suis pas friande des récits racontés à la première personne du singulier. Si c'est mal fait, le style devient rapidement lourd et maladroit, et si le personnage qu'on suit est insupportable, c'est vraiment difficile de prendre du recul ou d'attendre les chapitres qui ne le mettront pas sur le devant de la scène. Or ici, ce ne fut pas le cas du tout, et j'ai vraiment été subjuguée par la plume de l'autrice, par sa densité, son phrasé, le lyrisme qui se dégageait de chaque phrase. J'ai surligné beaucoup de citations sur ma liseuse en les commandant avec des wow, et pour illustrer un peu mon propos, je vais vous lire une de ces citations. Évidemment, celle-ci ne spoil pas l'histoire, et donc elle nous dit ceci. Nous aurions pu développer des racines tellement nous sommes restés là longtemps. Développer des ailes et nous élever tels des anges à travers le tunnel de la souche jusqu'au ciel, sans cesser de communiquer par ce langage muet que nous venions de découvrir en commun, le langage fluide et précis des langues. L'histoire n'est pas en reste, même si je tiens à le préciser, ce roman est plutôt contemplatif et raconte des moments de vie, donc ne vous attendez pas à de l'action et à des rebondissements à n'en plus finir. Au-delà de son aspect post-apocalyptique, des réflexions que l'autrice porte sur notre société de consommation et sur la relation qu'on entretient avec la nature, j'ai trouvé que c'était une véritable ode à la sororité. La relation qu'ont Nell et Eva occupe une place centrale dans ce récit et elle sonne terriblement juste. Elles ont toutes les deux des caractères, des aspirations, des comportements différents. Nell, elle est pragmatique, elle planifie, elle pense à l'avenir, tandis qu'Eva vit davantage dans l'instant présent et elle essaye de profiter de sa vie malgré la situation on ne peut plus délicate. Et pourtant, elles se complètent, s'entraident et chacune pousse l'autre à donner le meilleur d'elle-même et ce sans que ce soit forcé parce que comme dans toute relation ou interaction avec les autres, il y a des désaccords, des disputes, mais on sent que ces distensions-là n'affectent aucunement le lien qui les unit. J'aimerais cependant préciser qu'il y a une scène dans le récit entre les deux personnages qui m'a vraiment gênée et qui m'a un peu sortie de l'histoire. Une fois la scène passée, j'ai pas eu du mal à me replonger dans le récit, mais pour être tout à fait honnête, la présence de ce passage a coûté son coup de cœur au livre. En dehors de cet aspect, je trouve que le livre offre des réflexions intelligentes, pertinentes et malheureusement toujours un peu d'actualité sur nos modes de vie, sur la surconsommation et la relation qu'on entretient avec la nature, etc. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, qui m'a fait ressentir des émotions intenses et je suis ravie d'avoir donné une nouvelle chance à la maison d'édition. Et donc je vous conseille vraiment de découvrir ce roman si vous avez envie d'un livre de science-fiction original et magnifiquement bien écrit. Ensuite, j'ai voulu enchaîner avec une lecture plus légère, pleine de bons sentiments, car Dans la forêt est
quand même un roman assez difficile et un peu déprimant. Alors en fouillant un petit peu dans les rayonnages de la bibliothèque, je suis tombée sur Comme dans un roman d'été de Emily Henry, publié chez Le Cherche Midi. Donc, comme dans un roman d'été, nous allons suivre l'histoire de January Andrews, une autrice de romans sentimentales à succès qui, pour des raisons personnelles, se rend dans une petite ville du Michigan. Là-bas, elle y retrouve son rival de la faculté, Augustus Everett, un autre écrivain qui, lui, écrit davantage des romans sombres, psychologiques et torturés. Les deux subissent le syndrome de la page blanche et pour essayer de conjurer un petit peu le sort, ils se lancent un défi. Pendant tout l'été, ils devront écrire un livre dans le genre de prédilection de l'autre, c'est-à-dire que January devra écrire un roman sombre, noir et poisseux, tandis qu'Augustus devra s'essayer à l'écriture d'une comédie romantique légère avec un happy end. Vous ne le savez peut-être pas, mais la romance est loin d'être mon style de prédilection. Ce ne sont pas des histoires qui m'attirent et qui me parlent, mais en tombant sur ce livre, je me suis souvenu que j'avais entendu d'excellents avis sur Emily Henry, même de la part de personnes qui ne sont pas friandes de romance à la base, comme la chaîne Sous le ciel que je vous laisserai en petit i. Donc je me suis laissée tenter et j'ai bien fait, parce que j'ai passé un agréable moment. Tout d'abord, j'ai bien aimé l'histoire qui est quand même bien plus profonde que ce que j'aurais pu imaginer. On y parle de thèmes douloureux comme la maladie, le deuil ou encore les relations toxiques et l'autrice traite de tout ceci avec beaucoup de justesse. Pour autant, le roman ne devient pas lourd et désagréable à lire, c'est rempli de moments un petit peu cocasses, de moments légers et drôles qui sont aussi très bien gérés. La romance entre les deux personnages est tout à fait plausible et très bien écrite. J'ai beaucoup aimé le fait que les deux personnages communiquent, qu'ils se poussent mutuellement à aller de l'avant et à aller mieux. C'est très agréable de voir que malgré leurs blessures, January et Augustus ne passent pas leur temps à se tirer dans les pattes, à entretenir une relation toxique et destructrice. Malgré tout, je lui ai trouvé quelques petites longueurs et quelques redondances vers la fin. C'est surtout dû au fait que l'évolution de January freine brutalement et qu'elle nous sort les mêmes réflexions qu'au début du livre. Et j'ai trouvé ça un peu maladroit et un peu agaçant aussi. En ce qui concerne les personnages, je dois dire que j'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais à quelque chose de très cliché avec une relation Grumpy Sunshine, mais les deux protagonistes vont bien au-delà de ça. January a un vrai caractère et elle n'est aucunement définie par sa relation avec Augustus. L'autrice l'a très bien travaillé, très bien développé et j'ai apprécié suivre son évolution tout au long du roman. Augustus, lui, est un petit peu plus secret, un petit peu plus en retrait, ce qui est dû à la narration, car l'histoire est racontée du point de vue uniquement de January et on apprend à les connaître à travers ses yeux à elle. J'ai aimé le fait qu'on soit quand même assez éloigné de l'archétype du bad boy blessé par la vie, qui n'exprime aucune émotion et qui est toujours dans une relation de domination avec toutes les personnes qui l'entourent, même si Augustus a sa pudeur et que par moments il a quelques difficultés pour exprimer ce qu'il ressent. On est vraiment à milieu du mal alpha extrêmement toxique. Cependant, je regrette quand même que l'histoire soit narrée uniquement du point de vue de January. Emily Henry a choisi d'écrire son roman à la première personne du singulier et ce n'était pas forcément mal fait, mais j'aurais adoré avoir une alternance des points de vue et être plus souvent avec le personnage d'Augustus. Et surtout, j'aurais adoré le voir galérer à écrire sa comédie sentimentale, ça aurait donné quelques moments très drôles, surtout au vu du résultat final. En conclusion, on peut dire que même si tout n'était pas parfait, j'ai passé un bon moment et je songe à lire plus de romances dans ce genre-ci car c'était vraiment une bouffée d'air frais et après un roman aussi pesant que Dans la forêt, ça m'a vraiment fait du bien. J'essayerai également de me pencher sur son roman People We Meet on Vacation qui est acclamé de toutes parts et qui a l'air, ma foi, bien sympathique. Je termine cette update lecture avec un roman très court qui n'a pas su me convaincre malheureusement, soit de Alessandro Barrico qui est publié chez Folio. Soit raconte l'histoire d'un négociant en verre à soie, donc Hervé Joncourt, qui se voit contraint de chercher ses œufs au pays du soleil levant car ceux qui proviennent d'Europe et du Moyen-Orient sont touchés par une épidémie. J'avais acheté ce court roman dans une ressourcerie près de chez moi après avoir entendu des tas d'éloges d'une lectrice de mon club de lecture sur un autre roman de l'auteur qui est Novecento, pianiste. J'avais été très intriguée par la plume de l'auteur et par cette capacité qu'il aurait à dire énormément de choses en peu de pages. Malheureusement, j'ai été déçue et pour être honnête, je suis allée au bout du livre parce qu'il est très court puisqu'il fait à peine 142 pages. Je pense que s'il faisait 50 ou 100 pages supplémentaires, je n'aurais
pas pris la peine de le terminer. Tout d'abord, je n'ai pas été sensible à l'histoire que j'ai trouvée rapidement redondante et lassante. Déjà parce que les différents périples que va effectuer Hervé, le protagoniste, sont extrêmement brefs et ils se terminent en quelques pages. On n'a pas le temps d'approfondir ce qui s'y passe, les relations qui se tissent, et donc j'ai eu beaucoup de mal à croire dans l'évolution de ces relations. Et puis, la narration et le style d'écriture accentuent ce sentiment de redondance. J'avais devant les yeux un récit plat et linéaire dans lequel les mêmes passages étaient répétés en boucle, seuls 2 ou 3 mots étaient modifiés, mais l'ensemble restait sensiblement le même. Je vais quand même donner un exemple qui m'a vraiment marqué et qui illustrera parfaitement mon propos. Quand Hervé quitte son village pour faire son voyage jusqu'au Japon, on le décrit toujours de la même manière. Seul le surnom que l'on va donner au lac va changer. Et comme de surcroît c'est un roman très court, ce passage revient de façon très rapprochée et j'ai trouvé ça tout bonnement insupportable. C'est un procédé d'écriture que j'aurais pu aimer. J'aurais pu être sensible à cette répétition, mais pour cela, il aurait fallu que je sois vraiment investie dans cette histoire, or ce n'était pas mon cas. Je n'ai pas non plus été sensible aux différents personnages, j'ai trouvé le protagoniste très creux et j'ai eu du mal à m'attacher à lui. C'est comme s'il n'avait pas de volonté propre, que rien ne l'animait et qu'il se laissait vivre au gré des envies d'autrui. Il n'a jamais l'air de se poser des questions, de voir que tout le monde l'utilise un petit peu comme un pantin. Honnêtement, les autres personnages ne font que peu d'apparitions et j'ai eu du mal à cerner leur personnalité, à voir autre chose qu'une fonction dans un récit et à voir un quelconque développement de ce côté-là. Bref, pour moi, c'était un flop et je ne sais pas si je retenterai un autre livre de l'auteur. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos dernières lectures, je serais ravie d'échanger là-dessus avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.